Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est l'hépatite virale. L'hépatite qui désigne une inflammation des foies est dans la plupart des cas causée par un virus. Ces virus ont tendance à cibler les cellules des foies et lorsqu'ils pénètrent et infectent alors ces cellules, ils ont tendance à provoquer l'apparition de protéines étranges et anormales. Par l'intermédiaire de leur molécule de CMH de classe 1 et dans le même temps des cellules immunitaires infiltrent le foie pour tenter d'analyser la situation. Les cellules TCD8+ identifient ces protéines anormales comme un signe indiquant que les cellules sont acides et que les hépatocytes subissent une élimination cytotoxique par les cellules T et présentent une apoptose. Et voici ce schéma explicatif qui représente le mécanisme. D'abord, on a le virus en jaune qui pénètre dans les hépatocytes. Les molécules de CMH1 vont déplacer et sont représentées à la surface de la cellule. Et les petits triangles rouges représentent les protéines anormales qui apparaissent et sont représentées avec la molécule de CMH à la surface de la cellule. Puis on a la reconnaissance par les lymphocytes TCD8+, et les hépatocytes concernés subissent une apoptose en mort cellulaire programmée. Les hépatocytes en apoptose sont parfois appelés des corps de Concealment que l'on remarque sur les échantillons d'histologie et apparaissent généralement dans les espaces portes et lobulaires des foies. Cette élimination des hépatocytes constitue le principal mécanisme consécutif à l'inflammation des foies et donc des lésions hépatiques dans le cas d'une hépatite virale. La progression de l'hépatite est associée à des symptômes classiques liés à la préparation de la réponse de votre système immunitaire. Parmi les symptômes, on a une fièvre, un malaise, des nausées et une hépatomégalie où l'air foie est en extension en raison de l'inflammation et causant une certaine douleur. Plus les lésions hépatiques sont importantes et plus la quantité de transaminases dans le sang augmente, votre foie contient ces enzymes transaminases afin de pouvoir dégrader divers acides aminés. En règle générale, l'aminotransférase sérique ou sa quantité dans le sang est relativement faible, mais lorsque vos hépatocytes commencent à subir des dommages, leur contenu s'épanche dans le sang. Cet épanchement se traduit souvent par une hausse des concentrations d'alanine aminotransférase ou ALT et d'aspartate aminotransférase ou AST. En règle générale, les concentrations d'ALT sont supérieures à celles d'AST en cas d'hépatite virale et il s'agira des derniers enzymes hépatiques à revenir à la normale. Larges ou longues sont pour apprendre que les concentrations d'ALT sont supérieures à celles d'AST. Des concentrations élevées en lymphocytes atypiques sont donc courantes en cas d'hépatite virale et sont appelées une lymphocytose atypique. Les lymphocytes sont normalement de taille importante en raison de leur stimulation par des antigènes. Dans notre cas, il s'agit des antigènes du virus de l'hépatite. Les patients finissent aussi par développer un ictère et présentent un mélange de bilirubine conjuguée et de bilirubine non conjuguée. La bilirubine conjuguée s'épanche lorsque les conduits biliaires sont endommagés ou détruits simultanément à la mort des hépatocytes, qui tapissent une certaine partie de leur paroi. La mort de ces hépatocytes entraîne la perte de la capacité de conjuguer la bilirubine et de le rendre soluble dans l'eau. Ce qui fait que vous retrouvez aussi de la bilirubine non conjuguée. La bilirubine conjuguée et non conjuguée se trouvant dans le sang, une certaine quantité de la bilirubine soluble dans l'eau est filtrée dans les urines et leur donne leur couleur sombre. Cette affection se caractérise aussi par la hausse des concentrations d'hérobilinogène dans les urines. L'hérobilinogène étant produit lors de la dégradation de la bilirubine dans l'intestin par les microbes intestinaux, étant en grande partie réabsorbé puis renvoyé au foie pour y être reconverti en bilirubine, autrement dit en bile.
Si les cellules hépatiques ne fonctionnent pas correctement, l'hémobilinogène est redirigé vers les reins pour y être excrété, ce qui génère la hausse des concentrations d'hémobilinogène dans les urines. Si les symptômes se poursuivent ou si le virus demeure plus de 6 mois, l'hépatite virale passe d'une forme aiguë à chronique. À ce stade, l'inflammation se produit dans la plupart des cas dans les espaces portes et la persistance de l'inflammation et de la fibrose est considérée comme un signe négatif, étant donné qu'elle peut progresser pour devenir une cirrhose post-nécrotique. Il existe 5 types de virus de l'hépatite qui présentent des propriétés légèrement différentes et uniques. L'hépatite A est transmise par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par voie fécale-orale et est souvent contractée par les voyageurs. L'infection par le virus de l'hépatite A ou VHA est presque toujours de forme aiguë et elle ne présente presque aucune forme chronique. En termes de marqueurs sérologiques, un anticorps IgM dirigé contre le VHA indique une infection active, tandis que l'anticorps IgG dirigé contre le VHA représente un anticorps protecteur et nous indique une guérison du VHA ou une vaccination antérieure. Le virus de l'hépatite E est assez similaire au VHA. Il présente la même voie de transmission orale fécale et est la plupart du temps contracté suite à la consommation de fruits de mer pas assez cuits ou d'eau contaminée. Il n'adopte pas non plus un état chronique et l'anticorps IgM dirigé contre le VHE nous indique l'existence d'une infection active, tandis que l'anticorps IgG est protecteur et signale la récupération. L'anticorps IgE dirigé contre le VHE est lui protecteur et signale la guérison. Il convient de noter deux importantes différences entre ces deux types. Premièrement, celle le VHA présente l'option d'immunisation. Deuxièmement, l'infection par le VHE peut être très grave pour les femmes enceintes. Il peut provoquer une insuffisance hépatique grave, parfois aussi appelée hépatite fulminante. Passons au virus de l'hépatite C, ce type de virus est transmis par le sang. L'infection peut donc avoir lieu à la naissance, en cas de consommation de drogue par voie intraveineuse ou de rapports sexuels non protégés. Le VHC évolue normalement pour provoquer une hépatite chronique. Nous avons recours à un certain nombre de tests pour diagnostiquer le VHC, dont le dosage immunoenzymatique qui sert à dépister la présence de l'anticorps IgG du VHC. Et en cas de présence, il ne confirme pas nécessairement une infection aiguë chronique ou guérie. Il n'est pas considéré comme un anticorps protecteur comme pour le VHA et le VHO. Pour obtenir une confirmation spécifique, vous pouvez utiliser des immunoglobulines recombinants qui vous permettent de confirmer la présence du VHC. Ce test est plus spécifique mais moins sensible que le test d'immunodosage et d'un point de vue clinique, il n'est pas très utile et nécessite un test complémentaire en cas de résultat positif. Donc, la méthode standard de diagnostic du VHC est le test de dépistage de l'ARN du VHC, reposant sur la PCR ou réaction en chaîne par polymérase, qui permet de détecter le virus de manière très précoce, 1 à 2 semaines suite à l'infection. Il détecte les concentrations d'ARN viral dans le sang, qui nous indiquent les concentrations du virus en circulation. La baisse des concentrations d'ARN indique que le patient guérit et si les concentrations restent identiques, le patient présente probablement une hépatite C chronique. Passons maintenant à l'hépatite B. Le VHB est semblable au VHC en termes de mode de transmission. Il emprunte donc les mêmes voies qui sont l'accouchement, les rapports sexuels non protégés et autres. Le VHB néanmoins ne provoque une hépatite chronique que dans 20% des cas de manière globale, mais cela dépend aussi de l'âge auquel une personne est infectée. Les enfants de moins de 6 ans ont de fortes chances de contracter des infections chroniques, 50%, et cette proportion augmente plus ils sont jeunes. L'hépatite B est aussi liée au cancer hépatique. Tous ces éléments renforcent l'importance de la compréhension du VHB et de sa sérologie. À l'instar de l'hépatite C, il est ici aussi possible d'utiliser une variété de méthodes d'analyse, comme la PCR, afin d'identifier certains marqueurs, notamment les antigènes du VHB.
La présence ou l'absence de chacun d'entre eux à différents moments nous indique différentes choses. Le principal marqueur d'une infection par le VHB est l'antigène de surface du VHB, qui occupe le rôle des super méchants dans cette histoire. Ce malfaiteur vit à la surface du virus et nous l'appelons HBsAg, ce qui signifie antigène de surface de l'hépatite B. Il existe aussi un autre marqueur qui est l'antigène capsidique, ce qui signifie que ces antigènes proviennent du noyau du virus appelé HBcAg. Pour finir, il existe un autre antigène appelé antigène E qui est sécrété par des cellules infectées et constitue donc un marqueur d'infection active. Ainsi, la présence de l'antigène HBO avec l'ADN viral dans le sang nous indique l'existence d'une réplication et d'une infection. Bon, au début de l'infection et donc au cours de la phase aiguë, notre antigène de surface méchant devient positif et sa couche émet à la fois de l'ADN viral et de l'antigène E. Le système immunitaire sécrète alors des anticorps IgM qui représentent les forces de police de base destinées à lutter contre les sbires du noyau. Ces anticorps s'attaquent aux antigènes capsidiques et font leur mieux. Mais pour pouvoir réellement anéantir le virus, il vous faut combattre le super méchant qui est l'antigène de surface. Nous avons donc besoin d'un super-héros qui s'en chargera et dans cette histoire, il s'agit de l'anticorps IgG. Nous avons donc besoin d'un super-héros qui s'en chargera et dans cette histoire, il s'agit de l'anticorps IgG. À ce stade, l'hôte entre dans cette phase effrayante, appelée la fenêtre, où ni le super-vilain ni le super-héros ne peuvent être détectés, car ils sont si bas, et cela peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. La guerre est à l'harmonie, mais nous ne savons pas qui sortira vainqueur. La seule chose que vous pouvez alors détecter à ce stade, ce sont les anticorps des noyaux IgM qui jouent le rôle de la police. À ce stade, deux choses peuvent se produire. Soit le super-héros sort vainqueur, le super-héros qui est les anticorps IgG dirigés contre l'antigène de surface, et dans ce cas, nous sommes alors sauvés. Soit le super-méchant gagne et les antigènes de surface soient à nouveau détectables. Dans ce cas, on peut constater la présence d'ADN du VHB et de l'antigène E en raison de la reprise de leur réplication. La caractéristique principale est néanmoins l'absence de l'IgG dirigé contre les antigènes de surface qui est notre super-héros. Indépendamment des vainqueurs, les anticorps IgM, c'est-à-dire les forces de police, deviennent des IgG à 6 mois, et cela ne signifie pas que l'hôte est protégé. Il est donc important de noter que ce super-héros qui est l'IgG doit gagner, mais il est possible de noter la présence d'IgG malgré la défaite. Si la bataille est perdue, l'hôte présente une hépatite virale chronique définie par sa persistance après 6 mois. En cas d'infection chronique, l'hôte peut sembler en bonne santé et présentera probablement des antigènes de surface, des anticorps nucléocapsidiques et aucun ADN ni antigène E. Le super méchant est donc là, mais il ne présente aucune réplication et l'hôte est alors contagieux, bien que ce risque soit faible. Il est aussi possible que l'hôte soit contagieux, ce qui signifie que toutes les forces des méchants sont actives et combattent des forces de police débordées. Cet état augmente le risque de cirrhose post-nécrotique et de carcinome hépatocellulaire. Il est possible de prévenir cette catastrophe par la vaccination qui élimine ces étapes et vous permet d'obtenir directement l'anticorps IgG, votre super-héros contre l'antigène de surface. Un dernier point, le virus de l'hépatite D est unique en ce qui concerne qu'il nécessite la présence du VHB. Il ne peut donc infecter un autre que si ce dernier est déjà infecté par le VHB. En cas d'infection simultanée, il s'agit d'une co-infection. Et en cas d'infection qui se produit plus tard, on l'appelle une surinfection et est considérée comme plus sévère qu'une co-infection. La présence d'anticorps IgM ou IgG indique une infection active et dans ce cas, l'IgG ne constitue pas un anticorps protecteur. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.